Ce matin elle a accent grave, ma femme m'a envoyé un message, les plans ont changé, tu ne viens pas en croisière. Ma fille veut son vrai père. À midi, j'ai annulé les paiements, vendu la maison et quitté la ville. Quand elles sont rentrées. À 6h42, mon téléphone a vibré sur la table de la cuisine. Linda m'a envoyé un texto, les plans ont changé. Tu ne viens pas en croisière. Émilie veut son vrai père. À midi, mon mariage était déjà terminé. Je suis resté là, à fixer l'écran, comme s'il allait cligner des yeux et s'excuser. La cafetière sifflait et cliquetait derrière moi, brûlant ce dernier centimètre de café que je n'avais pas encore versé. La radio AM marmonnait un bulletin agricole en provenance de Cedar Rapids. Dehors, l'érable près de l'allée tremblait dans le vent du matin, les feuilles crissant sur le béton comme si elles étaient pressées de s'enfuir. J'ai relu le texto, encore et encore. Les mêmes mots, la même ponctuation, la même cruauté calme. Linda l'avait envoyé comme si elle annulait un rendez-vous chez le dentiste. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre table et je l'ai regardé vibrer à nouveau. Un autre message essayait de se frayer un chemin à travers le bois. Je ne l'ai pas ramassé. Je me suis assis à la place, sur la chaise en bout de table. La chaise que j'avais toujours prise sans réfléchir, celle qui faisait face à la fenêtre. Celle que Linda appelait « ta place ». Le café a refroidi. Je ne l'ai pas remarqué. 14 ans plus tôt, j'avais emménagé dans cette maison sur East Locust Street, à Davenport, avec un canapé, une boîte à outils et une promesse que je comptais tenir. Émilie avait 12 ans à l'époque, une gamine maigrichonne, un appareil dentaire en route, des yeux qui observaient toujours tout. Son vrai père, Rick Donnelly, avait été plus souvent absent que présent. Linda me l'avait dit le premier soir où nous nous sommes assis sur les marches arrière, une bière suintante à la main. C'est juste nous, avait-elle dit. Nous sommes une famille maintenant. Nous sommes une famille. Elle l'a beaucoup répété au fil des années. Chaque fois qu'il était question d'argent, surtout quand j'ai payé l'appareil dentaire d'Émilie, Linda me serrait le bras et disait « Ton argent est notre argent ». Quand j'ai pioché dans les économies pour la Honda d'occasion d'Émilie après son admission à l'Iowa State, Linda a dit « C'est ce que font les papas ». Quand j'ai mis en place le prélèvement automatique pour la croisière, ce voyage anniversaire sur le fleuve Mississippi dont elle parlait à mots couverts depuis des mois, Linda m'a embrassé sur la joue et a dit « On mérite ça ». On. Mais le texto ne disait pas « on », il disait « ma vraie famille ». Le téléphone a vibré à nouveau. Je me suis finalement levé et j'ai marché jusqu'à l'évier. J'ai versé le café sans le goûter. La tasse a heurté violemment la porcelaine, comme si elle m'en voulait de le gâcher. Je l'ai rincé quand même, lentement, en regardant la vapeur s'enrouler et disparaître. Quand j'ai pris le téléphone cette fois, ce n'était pas un autre texto. C'était une notification de messagerie vocale. La voix de Linda, je l'ai reconnue avant même d'appuyer sur lecture. Tendue, rapide, déjà agacée. « Marc, n'en fais pas toute une histoire, disait-elle. C'est juste qu'Émilie a demandé ça. Tu comprends, n'est-ce pas? Appelle-moi quand tu seras calmé. » Calmé. J'ai appuyé ma hanche contre le comptoir et j'ai fermé les yeux. Je revoyais Émilie à 12 ans, assise à cette même table avec ses devoirs de maths étalés, en train de pleurer parce que Rick ne s'était pas montré, une fois de plus. Je me suis souvenu d'avoir tiré la chaise à côté d'elle, pas celle du bout de table, et d'avoir dit « Ok, gamine, on va faire ça ensemble. » Je me souvenais de la façon dont elle avait souri, un sourire en coin et soulagé, comme si elle avait retenu son souffle. J'ai réécouté le message vocal. La voix de Linda semblait répéter la deuxième fois, comme si elle l'avait dite dans sa tête avant d'appeler. Je n'ai pas rappelé. À 9h30, j'étais censé être sur la route de Dubuque pour une visite chez un concessionnaire. J'ai mis ma veste, attrapé mes clés et je me suis arrêté dans le couloir où étaient accrochées les photos de famille. Il y en avait une de l'année où nous avions refinancé la maison, Linda et Émilie sur le canapé. Moi, debout juste sur le côté, la main sur le dossier du coussin, comme si je n'étais pas sûr d'avoir ma place dans le cadre. Je n'avais jamais remarqué ça avant. Chez le concessionnaire, j'ai serré des mains, parlé de chiffres, hoché la tête au bon moment. J'ai raté une question, et j'ai dû leur demander de répéter. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Je l'ai ignoré. Il vibrait encore et encore. Sur le chemin du retour, je me suis garé chez Cazès et je suis resté assis dans le camion, le moteur tournant au ralenti.
J'ai écouté le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le silence qui a suivi semblait lourd, comme une porte qui se ferme quelque part où je ne pouvais pas aller. J'ai pensé à appeler mon pote Tom du VFW. J'ai pensé à appeler ma sœur Amoline. J'ai pensé à appeler Rick Donnelly pour lui demander ce qu'il croyait faire, bon sang, à revenir dans ma vie comme un invité qui aurait enfin remarqué l'addition. Au lieu de ça, je suis rentré chez moi. La maison était trop calme. Linda était partie tôt pour l'aéroport, donc le lit était fait, serré et plat comme à l'hôtel. Je me suis assis à nouveau à la table, sur cette chaise en bout, et j'ai regardé les couverts vides. J'imaginais Linda et Emily sur le pont du bateau, le vent dans leurs cheveux, Rick appuyé à la rambarde comme s'il avait mérité la vue. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un texto d'Emily cette fois. S'il te plaît, respecte notre espace. Je l'ai fixé jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. J'ai posé le téléphone. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas juré. Je l'ai juste retourné face contre table et je l'ai poussé à quelques centimètres, comme on le fait avec quelque chose de brûlant qu'on ne veut plus toucher. La radio AM est passée aux nouvelles. Une histoire sur le niveau des rivières, sur les bateaux, sur les départs et les retours. Je suis resté assis là plus longtemps que prévu, à écouter, à respirer, laissant la douleur se déposer en quelque chose de plus lourd et de plus stable. Quelque chose qui ne criait pas, quelque chose qui n'avait pas besoin de crier. C'est à ce moment-là que ça a cessé d'être une histoire de croisière. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un malentendu ou une mauvaise matinée. C'était une ligne qu'on traçait, une ligne vers laquelle elles avançaient petit à petit depuis des années, pendant que je payais les factures et que je souriais pour les photos. Je me suis levé, j'ai pris la chaise en bout de table et je l'ai repoussée sous la table, comme si je libérais un espace. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai désactivé les notifications. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas le genre de nuit où l'on se tourne et se retourne, mais juste le genre où vos yeux sont fermés, mais votre cerveau continue de tourner en rond. Chaque fois que je sombrais, cette phrase revenait, ma vraie famille. Elle restait là, comme un grain de sable sous une lentille de contact, petite mais impossible à ignorer. À 5h30, j'ai abandonné. Je me suis rasé, habillé et j'ai refait du café. Cette fois, je l'ai bu debout. La maison semblait différente dans la lumière du petit matin, comme si elle attendait des instructions. J'ai vérifié mon téléphone par habitude. 3 appels manqués de Linda, 2 messages vocaux. Je n'ai pas écouté. Sur le trajet du travail, la radio AM allait et venait entre les stations. Un rapport agricole, puis une discussion sur les taux d'intérêt. J'ai pensé au mot « taux » de la façon dont un homme pense à quelque chose avec quoi on ne peut pas discuter, mais pourquoi on peut seulement se préparer. Au bureau, j'ai tenu jusqu'à 10h avant que mes mains ne commencent à trembler. J'ai dit à mon assistante que je devais sortir et j'ai conduit directement à la Davenport Community Credit Union. Je faisais mes opérations bancaires là-bas depuis avant Linda, avant Emily, avant tout ça. Le même parking, la même porte qui grince. La femme au guichet, Suzanne d'après son badge, a souri comme elle le faisait toujours. Bonjour, Marc. En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin de regarder mes comptes, ai-je dit. Ma voix semblait plus stable que je ne me sentais. Elle a tout sorti sans faire d'histoire. Compte chèque, épargne, les prélèvements automatiques. J'ai regardé l'écran défiler, hypothèque, charges, assurance. Et il était là, le paiement de la croisière, programmé comme une horloge. Tout à mon nom. Suzanne m'a jeté un coup d'œil. Tout va bien? J'ai hoché la tête. Je vérifie juste. Je suis retourné à mon camion et je suis resté assis là avec les imprimés sur mes genoux. Le papier sentait légèrement le toner et le café. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce qu'ils commencent à ressembler moins à une accusation et plus à une information. Froid, utile. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement chez moi, je me suis arrêté au poste VFW sur West 3rd Street. Le parking était à moitié plein. À l'intérieur, les lumières étaient basses et l'air sentait les oignons frits et les vieilles histoires. J'ai commandé une bière et je me suis assis au bout du bar. Walt Prendergast s'est glissé sur le tabouret à côté de moi sans demander. 80 ans s'il en avait un, casquette de la marine usée, douce comme du feutre. Il m'a regardé de travers. « T'as une sale tête ?» a-t-il dit. « Je me sens pire que ça », ai-je répondu. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez. Le texto, la croisière,
la façon dont c'était tombé. Walt a pris une gorgée et a hoché la tête une fois. Les gens ne changent pas, a-t-il dit. Ils deviennent juste plus honnêtes quand ils pensent avoir gagné. J'ai fixé ma bière. Je ne veux pas tout faire sauter. Il a posé son verre. Alors ne le fais pas, construis-toi plutôt quelque chose de nouveau. Un endroit où elles n'ont pas la clé. Ça m'est resté. À la maison, j'ai ouvert le classeur dans la chambre d'amis. C'était l'un de ces modèles en métal qui crissent quand on tire le tiroir trop vite. À l'intérieur, il y avait des années de reçus et de dossiers que j'avais gardés parce que c'est ce que mon père m'avait appris à faire. J'ai trouvé les papiers de l'appareil dentaire en premier. Le nom d'Émilie, ma signature. J'ai trouvé la facture du mécanicien quand sa Honda a eu besoin d'une transmission. Les chèques pour le fonds universitaire, de petits montants, réguliers, pendant des années. Je me suis souvenu d'avoir sauté des déjeuners pour faire ces dépôts. Linda avait toujours dit que c'était gentil, nécessaire. Nous sommes une famille. Puis j'ai trouvé quelque chose de plus récent. Des virements que je n'ai pas reconnus au début. De petits montants réguliers. Linda déplaçait de l'argent vers un compte au nom d'Émilie. Pas illégal, pas énorme, mais caché. Silencieux. Je me suis adossé à la chaise et j'ai ri une fois, un rire court et surpris. Ce n'était pas encore de la colère. C'était de la clarté. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Je l'ai ignoré. Il a vibré à nouveau. Je l'ai retourné et j'ai regardé l'écran s'allumer, puis s'éteindre. Le lendemain matin, j'ai appelé la compagnie de croisière. La femme au téléphone était polie et peu curieuse. Raison de l'annulation, a-t-elle demandé. Je ne suis plus passager, ai-je dit. De plus d'une façon. Elle a traité la demande sans commentaire. Cet après-midi-là, j'ai appelé un avocat recommandé par la Caisse populaire. Nous nous sommes rencontrés le jour suivant. Il était plus jeune que je ne le pensais. Cravate desserrée et bureau encombré de dossiers. La maison est uniquement à votre nom, a-t-il dit après un examen rapide. Vous pouvez vendre. Et ma femme, ai-je demandé. Elle vit là, a-t-il répondu. Ce n'est pas la même chose. J'ai conduit lentement pour rentrer. Je me suis assis à nouveau à la table, sur cette chaise en bout, et j'ai étalé les papiers. Le téléphone reposait face contre table à côté d'eux, silencieux maintenant. Je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais fatigué, pour la première fois, sûr de moi. Sûr que ce que j'appelais de la patience était en réalité une permission. J'ai rassemblé les dossiers, je les ai empilés soigneusement et j'ai repoussé la chaise sous la table. Demain, je passerai un appel. J'ai attendu une journée entière avant de passer cet appel. Pas parce que j'étais incertain, mais parce que j'avais besoin d'entendre mes propres pensées sans que la voix de Linda ne grimpe par-dessus. Le silence fait ça. Il vous donne de la place pour voir ce que vous évitiez. L'agent immobilier a répondu à la deuxième sonnerie. Elle s'appelait Karen Whitfield, basée à Bettendorf. Je l'avais rencontrée une fois, des années auparavant, lors d'un barbecue de quartier. Je pense à vendre, ai-je dit. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste demandé l'adresse. Nous avons traversé la maison 2 jours plus tard. J'ai gardé mes mains dans mes poches pendant qu'elle prenait des notes, tapotant les murs, vérifiant les fenêtres. L'endroit semblait plus petit que dans mes souvenirs, comme s'il avait déjà commencé à me laisser partir. Votre femme est au courant, a-t-elle demandé prudemment. Elle est en voyage, ai-je dit. Je m'en occupe. Karen a hoché la tête. On peut aller vite si vous voulez, mais sachez juste que si elle conteste, ça pourrait faire du bruit. J'ai l'habitude du bruit, ai-je dit. J'en ai fini avec le vacarme. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné pendant que je remplissais un carton de vieilles chemises de travail. Le nom de Linda s'est allumé sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Il a sonné encore, puis encore. La vibration a fait avancer le téléphone sur la commode comme s'il essayait de s'échapper. Un message vocal est arrivé, puis un autre. J'en ai écouté un. Sa voix était passée de l'agacement à quelque chose de plus tranchant. Marc, arrête ça. Tu m'embarrasses. Rick est juste là. Il pense que tu réagis de manière excessive. Rick, bien sûr qu'il était là. J'ai effacé le message et j'ai éteint le téléphone. L'offre est arrivée plus vite que prévu. Un jeune couple, Ben et Alyssa Morale, stationnés à l'arsenal de Rock Island.
premier bébé en route. Préva préapprouvé. Ils avaient besoin de déménager avant la fin du mois. Karen a hésité. Il demande une petite réduction sur le prix. J'ai pensé à la table de la salle à manger, à la chaise du bout, à la façon dont je l'avais toujours repoussé quand les choses devenaient tendues. Dites-leur oui, ai-je dit. Le jour de la signature fut calme, juste moi, l'agent des titres et le bourdonnement des lumières fluorescentes. Ma main a tremblé une fois quand j'ai signé la dernière page. Puis plus rien. Alors que je me levais pour partir, mon téléphone a vibré, revenant à la vie. Un texto d'Émilie. Papa Marc, s'il te plaît, ne fais rien de radical. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai tapé en retour, je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai chargé le camion ce soir-là. Seulement ce qui comptait. J'ai laissé le reste exactement là où c'était. Quand je suis sorti de l'allée avant l'aube, la maison ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, solide, silencieuse, appartenant déjà à quelqu'un d'autre. Elles étaient quelque part sur le fleuve, en train de lever leurs verres. Je conduisais vers l'ouest en regardant le soleil se lever, respirant enfin à nouveau. Elles sont revenues un mardi. Je le sais parce que Karen m'a envoyé un texto à 15h18 avec 3 mots et aucune ponctuation, elles sont là. J'étais assis dans un dîner juste à l'extérieur de Muscatine, un endroit avec des banquettes en vinyle et un café qui avait le goût d'avoir envisagé d'être du café autrefois. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone, croisé les mains et fixé le distributeur de serviettes comme s'il pouvait m'expliquer quelque chose. Puis j'ai repris le téléphone et j'ai attendu. Linda a été la première à appeler. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, Émilie. Je n'ai pas répondu non plus. Karen a complété le reste plus tard, morceau par morceau, sa voix calme, de cette façon qu'ont les agents immobiliers, comme si elle décrivait des dégâts causés par les intempéries au lieu d'une vie qui s'effondre. Linda s'était garée dans l'allée, riant, la valise encore dans le coffre. Émilie était derrière elle, lunettes de soleil sur le nez, téléphone à la main. Elles ont toutes les deux pensé que c'était drôle au début, une voiture qu'elles ne reconnaissaient pas, la pelouse tondue différemment, une nouvelle jardinière près de la porte. Puis Linda a essayé la clé. Karen a dit qu'elle avait secoué la poignée fort, comme si elle pensait que la serrure allait s'excuser et s'ouvrir par embarras. Quand la porte n'a pas bougé, Linda a reculé et a fixé la maison comme si elle l'avait personnellement trahi. Elle a crié mon nom à haute voix. Puis elle a commencé à composer un numéro. À l'intérieur, Ben Moral a ouvert la porte, à moitié, la chaîne de sécurité toujours mise. Il était poli, s'excusant, leur a même dit qu'il venait d'emménager ce matin-là, a donné son nom, a demandé s'il pouvait aider. Linda a ri, un son court et sec, et lui a dit qu'il était dans sa maison. Ben lui a demandé ce qu'elle voulait dire. C'est là que Linda a commencé à hurler. Alyssa est arrivée derrière lui, une main sur son ventre. Émilie restait figée sur l'allée, téléphone baissé maintenant, le visage pâle. Karen a dit que c'était le silence qui l'avait le plus marqué, cette demi-seconde où Émilie a regardé autour d'elle, comme quelqu'un qui attend de recevoir un coup. La police est venue. 2 officiers, dont un plus âgé qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Les papiers ont été montrés, les noms ont été lus, les dates vérifiées. Le policier le plus âgé s'est tourné vers Linda et a dit « Madame, quel nom figure sur l'acte de propriété ?» Karen m'a dit que Linda n'avait pas répondu tout de suite. Cette pause, c'est là que la réalité a frappé. Linda m'a appelé à nouveau. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Marc, a-t-elle dit, à bout de souffle. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis adossé à la banquette et j'ai regardé le parking. Un semi-remorque est passé. Quelque part, une alarme de voiture a gazouillé et s'est arrêtée. J'ai vendu la maison, ai-je dit. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle claqué. C'est notre maison. C'était ma maison, ai-je dit. Tu y vivais, c'est tout. Elle a commencé à parler vite alors. Menace, tribunal. Comment osais-je? Comment Rick n'aurait jamais fait ça? Rick? Émilie a pris la ligne après ça. Elle n'a pas crié. Ça a presque fait plus mal. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée sur le mot « vraiment ». Je ne pensais pas que tu pensais vraiment ce que tu as dit, ai-je répondu. J'ai gardé ma voix stable. Ça m'a demandé un effort, mais nous y étions. Il y a eu une longue pause.
Je pouvais entendre Linda en arrière-plan dire mon nom comme si c'était une insulte. Je t'ai élevé, ai-je dit finalement. Je ne louais pas une place dans ta vie. Émilie n'a pas répondu. L'appel s'est terminé. J'ai fini mon café. Il avait un goût amer maintenant. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans la petite location que j'avais trouvée, un endroit près de la rivière. Rien d'extraordinaire. J'ai déplié la carte que Ben et Alyssa avaient laissée dans ma boîte aux lettres. Un mot de remerciement, une photo de leur échographie glissée à l'intérieur. Je me suis assis à la petite table et j'ai imaginé l'ancienne salle à manger, la chaise du bout, l'endroit où je m'asseyais pour essayer de tout faire tenir ensemble. Pour la première fois, la chaise était vide, et ça ne ressemblait pas à une perte. Elles ont déposé plainte une semaine plus tard. Pas pour le divorce, du moins pas encore. Linda s'est attaquée à la maison en premier, comme si elle pouvait rembobiner le temps en criant assez fort dans la bonne pièce. On m'a signifié l'acte à la location un vendredi après-midi, le papier raide et officiel, mon nom correctement orthographié pour une fois. Le tribunal du comté de Scott sentait les vieux livres et le désinfectant, le genre d'endroit où les voix baissent sans que personne ne le demande. Je portais le même blazer que j'avais mis pour les enterrements à l'église et les dîners chez le concessionnaire. Rien de chic, juste propre. Je portais une enveloppe Kraft coincée sous le bras, lourde de papier et de souvenirs. Linda est arrivée avec 10 minutes de retard, les talons claquant trop fort sur le carrelage. Émilie la suivait, les yeux baissés, serrés comme un bouclier. Rick Donnelly traînait derrière elle, les mains dans les poches, un sourire trop facile pour la pièce où il se trouvait. La médiatrice, une femme dans la soixantaine avec des lunettes de lecture accrochées à une chaîne, a parcouru le dossier une fois. « Restons simples », a-t-elle dit. « Nous sommes ici pour discuter de propriété. » Linda a sauté sur l'occasion avant que je puisse m'asseoir. « Il nous a abandonnés », a-t-elle dit, me pointant du doigt comme si j'étais une tâche. « Il a vendu notre maison dans notre dos. Ma fille a été humiliée. » La médiatrice a levé la main. « Monsieur Alverson, vous aurez votre tour. » J'ai attendu. C'était la partie la plus difficile, laisser les mots s'empiler sans interrompre. Linda a parlé de sacrifice, de famille, de la façon dont j'avais toujours promis de prendre soin d'elle. Rick hochait la tête comme s'il avait été là pour tout ça. Quand la médiatrice s'est finalement tournée vers moi, je me suis levé et j'ai posé l'enveloppe sur la table. Elle a fait un bruit mou et solide en atterrissant. « Je n'ai abandonné personne », ai-je dit. Ma voix m'a surpris. Calme, égal. J'ai arrêté de payer pour une vie dont je n'avais pas le droit de faire partie. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai fait glisser les documents vers l'avant, l'acte de propriété, les relevés d'hypothèque, les reçus de la croisière, les confirmations de prélèvement automatique, les dates encerclées au stylo. Linda a ricané. L'argent ne fait pas tout. Tu disais que si, quand c'était le mien, ai-je répondu. La médiatrice a ajusté ses lunettes et a lu. Elle ne s'est pas pressée. Ça a aidé. Elle a levé les yeux vers Linda. La propriété était uniquement au nom de Monsieur Alverson. Ce n'est pas juste, a dit Linda. Nous étions mariés. Oui, a dit la médiatrice. Mais le mariage ne change pas les registres de propriété à lui seul. Rick s'est penché en avant alors. Je suis son père, a-t-il dit. Émilie méritait cette maison. Je l'ai regardée pour la première fois depuis mon entrée. Vraiment? J'ai regardé ce même sourire qu'il avait au barbecue des années auparavant, quand il avait emprunté de l'argent et promis de le rembourser. Vous voulez dire, comme elle méritait une pension alimentaire, ai-je demandé. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Rick a vacillé. Ce n'est pas, j'ai les reçus pour ça aussi, ai-je dit en tapotant l'enveloppe. Les trous dans l'assurance, les frais de scolarité manquants, les réparations d'urgence, les choses que tu as ratées. Émilie a enfin levé les yeux. Ses yeux étaient humides, mais il y avait autre chose aussi. De la reconnaissance. La médiatrice s'est éclaircie la gorge. Il ne s'agit pas de sentiments, a-t-elle dit. Légalement parlant, Monsieur Alverson a agi dans ses droits. Le visage de Linda a rougi. Alors, ils s'en tirent comme ça? J'ai croisé son regard. Je ne m'en tire pas, ai-je dit. J'ai payé pendant 14 ans. Personne n'a applaudi. Aucun marteau n'a frappé, mais quelque chose a changé tout de même. Linda s'est affaissée sur sa chaise. Rick s'est éloigné de la table.
Émilie a fixé ses mains. La médiatrice a fermé le dossier. Il n'y a pas matière ici à contester la vente, a-t-elle dit. Nous avons terminé. Dehors, le soleil était brillant sur les marches du tribunal. Je suis resté là un moment, respirant un air qui semblait mérité. Émilie est sortie la dernière. Elle s'est arrêtée à quelques mètres. Je ne savais pas pour tout ça, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Et je l'ai fait, mais le savoir maintenant, ça compte. Elle a hoché la tête une fois. Ne m'a pas serré dans ses bras. Ne s'est pas excusé. Pas encore. J'ai marché jusqu'à mon camion seul, l'enveloppe plus légère qu'elle ne l'avait été en entrant. La rivière était basse cet automne-là, ce genre de niveau bas où les rochers montrent leur dos et l'eau glisse autour d'eux au lieu de passer par-dessus. J'ai appris ça en m'asseyant sur la rive la plupart des matins avec un thermos et une chaise pliante bon marché, regardant le Mississippi se réveiller de la même façon que moi, lentement, honnêtement, sans excuse. La location était petite, une chambre, une table juste assez grande pour deux, même si c'était généralement juste moi. La radio fonctionnait si on tournait le cadran juste comme il faut. J'aime ça. Les choses qui demandent un peu de patience ont tendance à vous dire la vérité. Je n'ai pas eu de nouvelles de Linda pendant des semaines. Quand j'en ai eu, c'était un court email concernant le suivi du courrier et une facture qu'elle pensait que je devais encore. Je l'ai transféré à mon avocat et j'ai laissé tomber. Pas de réponse, pas d'explication. Le silence était devenu un outil que je savais utiliser sans me blesser. Émilie a envoyé un texto une fois en octobre. Une ligne. On peut parler un de ces jours? Je l'ai fixé plus longtemps que prévu. J'ai pensé à la nuit où elle était assise à la table de la cuisine avec ses devoirs étalés, la façon dont elle avait posé sa tête contre mon épaule quand les chiffres n'avaient pas de sens. On peut parler, ai-je répondu. Quand tu seras prête à écouter aussi. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos deux endroits. Terrain neutre. Elle semblait plus vieille que dans mes souvenirs. Fatiguée peut-être, ou juste éveillée. Je ne savais pas pour l'argent, a-t-elle dit après un moment. Pour les factures que tu payais. Maman ne me l'a pas dit. Je ne comptais les points, ai-je dit. Je tenais des promesses. Elle a hoché la tête, les yeux baissés. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je ne me suis pas précipité pour arranger les choses. Je ne lui ai pas tapoté la main ni dit que c'était bon. J'ai juste laissé les mots reposer entre nous jusqu'à ce qu'ils s'adoucissent d'eux-mêmes. Je ne demande pas à revenir en arrière, a-t-elle ajouté. Je n'avais juste pas réalisé ce que ça te coûtait. C'est ça le truc avec les coups, ai-je dit. Tu ne les sens pas si quelqu'un d'autre paie. Nous avons fini notre café. Nous nous sommes serrés dans les bras, maladroits et brefs, comme des gens qui apprennent une nouvelle façon de se tenir dans la même pièce. Ce n'était pas une fin heureuse. C'était une fin honnête. Je pouvais vivre avec ça. Les jeudis, j'ai recommencé à passer au VFW. Walt était là la plupart des soirs. Même tabouret, même bière. Un soir, il m'a regardé et a fait un signe de tête vers la rivière dehors. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit. Je le suis, ai-je répondu. Il s'avère que le silence pèse moins lourd que de faire semblant. Il a souri à ça. Juste un coin de sa bouche. L'hiver est arrivé tôt. La rivière est devenue grisacier. J'ai acheté un manteau plus épais et j'ai appris à cuisiner pour une personne sans tout brûler. J'ai mieux dormi. Pas plus longtemps, juste plus profondément. Certaines nuits, je pensais à la maison sur East Locust Street, à la table de la salle à manger, à la chaise du bout, à la façon dont je la repoussais, toujours attentif à ne pas prendre trop de place. Je ne fais plus ça. Ce que j'ai appris, ce qui m'a pris 14 ans et un texto silencieux pour comprendre, c'est ceci, l'amour sans respect, ce n'est que du labeur. Et le silence, quand il est choisi, peut être une forme de force. Si vous avez déjà été effacé silencieusement, si on vous a dit que vous aviez votre place jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, j'espère que cette histoire vous rappelle que la dignité n'est pas bruyante et que la justice ne crie pas toujours. Parfois, elle signe juste les papiers, charge le camion et continue sa route. Si cela a signifié quelque chose pour vous, prenez un moment pour le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur la façon de retrouver son équilibre quand le sol se dérobe, pensez à rester un peu.